Bonjour et bon réveil matinal à toutes et à tous. À la une de ces journaux, le port international de Matadi dans la province du Congo central, c'est ISO Standard International. Des travaux pour sa modernisation ont été lancés, comme en témoignent les images. Ces équipements destinés au port à conteneurs de l'ONATRA, des images à suivre dans ces journaux. C'est un objectif à long terme. Plus de 3 millions d'arbres seront plantés un peu partout dans les pays RDC, pays solutions dans les réchauffement climatique. Le concept est loin d'être un simple slogan, est une réalité en République démocratique du Congo. La journée nationale de l'arbre, on y revient dans un instant dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les enfants des déplacés du Nord Kivu ont trouvé réconfort à Kinshasa, loin des bruits des bottes. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Kingi, les a reçus pour un échange et c'est après avoir réceptionné un mémorandum de ses invités, nous disent Anim Balaka et Patrick Badibanga à travers ces reportages. Avant de regagner leur ville natale, les enfants victimes et déplacés des conflits armés vivant aux alentours de Goma sont venus rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour l'informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de leur situation de vie dans leurs sites respectifs. La ministre des Droits humains, maître Chantal Chambou-Moavita, qui, du côté du FONAREV, a accompagné ses enfants, a présenté au professeur Vital Kamerhe la situation générale des enfants ayant fui des affrontements armés dans leur village depuis plus de 2 ans et vivant actuellement dans des conditions très précaires dans les sites de déplacés situés dans la ville de Goma et dans le territoire de Niragongo. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au nom de tous les enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maïndombe et autres. Pour le directeur général de FONAREV, le mémorandum de tous les enfants déplacés de guerre se résume en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est. Les enfants de Goma appellent les décideurs à l'action afin d'œuvrer pour le rétablissement d'une paix durable à l'Est, soutenir les processus de réintégration des communautés affectées par les conflits, assurer la sécurité des Congolais vivant dans les régions affectées par les conflits, en œuvrant pour le rétablissement de l'autorité de l'État. En tant que parent, le président Vital Kamerhe a apporté un soutien financier et leur a prodigué des sages conseils. Désormais, ils seront confrontés à leurs victimes dans les audiences foraines. Les délinquants, appelés communément Kuluna, étaient devant les tribunaux des garnisons de Kinshasa-Ngalema. Un signal fort, selon les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. On fait le point à travers ces commentaires de Cédric Enina. 83 prévenus, tous des présumés bandits des grands chemins, appelés Kuluna. Un peu contrariés par la tournure des événements, ils répondent de leurs actes devant les tribunaux des garnisons d'Ngalema en audience foraine, en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Ces procès publics est la preuve de la détermination du gouvernement à restaurer la paix et la sécurité dans les quartiers où le taux de criminalité prend une courbe ascendante à travers son caractère dissuasif. L'opération Zéro Kuluna consiste donc à traquer tous les Kuluna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Une fois reconnus coupables et par rapport à la gravité des faits, les prévenus encourent la peine maximale ou encore un emprisonnement dans des prisons de haute sécurité. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à RDC, MONUSCO, est présente sur les sols congolais il y a de cela 25 ans. Jusqu'à présent, la MONUSCO poursuit son travail à travers ces reportages de Gaëtan Magalano, découvrant ses impressions.
Cela fait 25 ans que les Nations Unies et les autorités congolaises travaillent ensemble pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. À l'arrivée de Casques Bleus, la RDC était en proie à l'insécurité. La protection de civils a toujours été au cœur du mandat de la mission, constituant une priorité absolue pour ses différentes composantes. Le pays était divisé et donc la MONUSCO ou la MONUC a beaucoup fait pour qu'aujourd'hui le pays soit réunifié. Cette combinaison des efforts a abouti au rétablissement de la paix dans la quasi-totalité de provinces où elle a été déployée. La mission s'est donc retirée de toutes les provinces, à l'exception de 2, le Nord Kivu et l'Ituri. C'est un partenariat très constructif entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Et nous continuons le parcours pour nous désengager du Nord Kivu et de l'Ituri. En Ituri, plusieurs de ces bases assurent la sécurité de plus de 100 000 déplacés. Il y a vraiment un chapeau qu'il faut tirer pour les efforts qui ont été faits pour la paix, mais la contribution était aussi au niveau de l'organisation des élections. La MONUSCO a aussi contribué à la réintégration des ex-combattants et à la mise en œuvre de projets à impact rapide, de projets tangibles qui préparent progressivement le retrait de la mission, laissant la place à un avenir porté par les Congolais eux-mêmes. La commune de Bandalungwa va totaliser ses 69 ans d'existence. Les activités y relatives ont été lancées par le député national Jared Panzou en présence de plusieurs Ndalois, notamment Patrick Mouya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias, et autres notables de cette municipalité, Gaëtan Magalano. Deux personnalités politiques, vice-gouverneurs, ministres, députés à l'assaut de la grande salle de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. L'activité du jour, le lancement, 2 activités marquant le 69 ans depuis la création de la commune de Bandalungwa. Connu par ses élites, ses musiciens, le clan Wenge aussi, son élu le plus connu sous l'appellation Azala Zala, la commune reçoit ses notables. Après avoir signifié que la municipalité est une référence pour plusieurs en raison de icônes qui la représentent dans divers secteurs, l'initiateur et organisateur de cette grande messe, le député provincial Jared Panzou, a fait savoir que plusieurs activités sont en vue en marge de la célébration proprement dite. Ces événements s'est organisé avec la participation de toutes les forces vives de notre commune de Bandalungwa. Vous avez remarqué par vous-même l'implication du bourgmestre, vous avez remarqué la présence des conseillers communaux, vous avez remarqué la présence remarquable de la notabilité de Bandalungwa qui s'est restructurée. Par un de ces rendez-vous, le ministre de l'Écoute et de la Parole, Patrick Mouyaya, a appelé tout le natif de Bandalungwa d'Indalois à se faire bâtisseurs pour propulser cette municipalité. Cette commune doit être une commune à plusieurs titres exemplaires. Pour vous donner un exemple, moi qui suis de Montagne, aujourd'hui je porte la parole de toute la République démocratique du Congo. Mais c'est parce que le président de la République a regardé et il a vu que de Montagne, on pouvait avoir des ressortissants qui pouvaient porter la voix de toute la ville. Dans sa parole, le député national Éric Chikouma a exposé sur la gouvernance économique pour une bonne gestion de cette municipalité. Cette cérémonie de lancement des activités festives du 69e anniversaire de la commune de Bandalungwa s'est clôturée par l'installation du comité de la notabilité. J'en parlais dans les titres et le port international des Matadi, c'est ISO Standard International. Les équipements destinés au port à conteneurs de l'ONATRA sont arrivés. Suivez cela à travers ces reportages de Iverson Gabouaba rendu par Gaëtan Magalano. Le port international de Matadi est en train de connaître une transformation remarquable grâce au contrat de concession signé par le gouvernement de la RDC et la société MCTC. Cette dernière est passée à l'action pour moderniser le port à conteneurs de l'ONATRA. C'est dans cette optique qu'un bateau a accosté depuis la semaine dernière avec à son bord des équipements technologiques de dernière génération pour accélérer le rythme du travail. À l'instar de la modernisation, le MCTC devra aussi assurer l'équipement et l'exploitation du terminal. Déjà, au nombre des engins de cette première cargaison perçus au port figurent des autogrues, des fourguettes, des tracteurs, des remorques portuaires, des machines de manutention des conteneurs et bien d'autres.
Ces équipements sont constitués de 6 autogrues, de 10 tracteurs avec les remorques associées et ensuite d'autres équipements qui permettront la manipulation des containers au niveau du parc. Donc les équipements sont notamment destinés à l'organisation du parc. Dans un second temps, lorsque les travaux auront pris de l'ampleur, nous allons faire venir les mobile harbor cranes, donc les grosses grues mobiles, qui vont permettre de décharger et recharger directement les navires. Et le guichet répondant aux normes internationales est déjà disponible. Le client aura la possibilité de se rendre au guichet de l'Arobank, donc une caisse avancée qui se situe au même niveau, pour réaliser les formalités relatives au paiement. Une fois que ce sera fait, le client aura la possibilité de revenir au guichet pour finaliser la facture et obtenir un bon à sortir. Outre la mise en place d'un guichet moderne, les travaux ont effectivement commencé avec la clôture de l'espace concédé au MCTC, soit les quais 5, 6 et 7, tels que stipule la lettre d'instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. Durant le déroulement du projet, plus de 3000 emplois seront créés et certains agents de l'ONATRA vont être transférés à MCTC. La population du Congo appelée au calme face à l'épidémie d'origine inconnue, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a donné des assurances quant à ces sujets. Située à l'ouest de la République démocratique du Congo, la province du Congo est touchée par une maladie inconnue ayant provoqué à ce jour plus de décès dans la zone de santé de Panzi. Dr Samuel Roger Kamba a, au cours d'un point de presse, expliqué que le gouvernement de la République s'attelle à comprendre l'origine de cette épidémie en dépêchant, bien que l'accès à cette zone est difficile, pas de communication, pas de route. Dr Roger Samuel Kamba confirme avoir dépêché une équipe d'intervention rapide dans la zone affectée. Les indices sont similaires avec la grippe saisonnière. Il a été constaté qu'on a signalé plus ou moins 382 cas de ce phénomène et caractérisé par, premièrement, la fièvre, deuxièmement, la toux, troisièmement, le nez qui coule, ce qu'on appelle la rhinorrhée, et quatrièmement, des maux de tête et des courbatures. Donc vraiment un syndrome qui ressemble à un syndrome de grippe. Et avec, pour certains enfants et pour certaines personnes qui sont décédées, une détresse respiratoire, donc des difficultés à respirer qui surviennent suite à cette grippe. Cette équipe a pour, entre autres missions, de réaliser le prélèvement d'échantillons auprès des patients pour une analyse au laboratoire. Nous sommes en alerte maximale. Dès que nous avons eu l'alerte, l'équipe est partie. Et nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à une épidémie. Nous avons tout. Nous avons une protection contre les infections, nous avons un médicament, mais il nous faut faire le diagnostic. On ne peut pas commencer à distribuer les médicaments en disant ok, on va donner les antibiotiques à tout le monde, on va vacciner tout le monde, sans d'abord faire le diagnostic. Dr Samuel Roger Kamba dit attendre les résultats des diagnostics avant tout traitement, mais appelle la population au calme, à la vigilance et au strict respect des mesures préventives. Quant à la maladie de Mpox, l'évolution est bonne sur le terrain. Bien avant, les députés provinciaux du Congo étaient avec le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour avoir des informations précises sur la situation de la maladie d'origine inconnue qui secoue la province avec des décès chaque jour dans la zone de santé de Panzi. Cette visite marque une étape importante dans la prise en charge de cette crise sanitaire et témoigne de la volonté des autorités de répondre rapidement et efficacement à la situation sur le terrain. Restons dans le secteur de la santé, dans son volet infrastructure, pour parler de la spoliation du site de la division provinciale de la santé de Kinshasa, Rodépanda. Pour les détails. Longtemps abandonné dans les oubliettes, avec des infrastructures très vétustes et délabrées, la concession de la division provinciale de la santé de Kinshasa fait objet de spoliation. Et pourtant, l'actuel chef de division provinciale, le docteur Paul Ntango, à peine nommé, a déjà commencé avec les travaux de réhabilitation, les murs renouvelés avec équipement de bureaux dans une ferme détermination de remettre la division provinciale de la santé de Kinshasa dans sa plus belle robe d'antan. Malgré l'interdiction de la justice de poursuivre les travaux de construction par les spoliateurs expatriés, curieusement, ces derniers sont revenus en force avec des matériaux de construction pour relancer les activités, faisant ainsi fi aux lois congolaises. Le personnel de la division provinciale de la santé de Kinshasa se défend et ne veut pas céder un seul centimètre de cette concession.
L'État congolais, propriétaire légitime de ces patrimoines, est donc face à ses responsabilités pour stopper cette aventure de mauvais goût. Force à la loi. Affaire à suivre. C'est en ouverture de ce journal, plus de 3 millions d'arbres seront plantés sur toute l'étendue du territoire national. Déjà, la première phase des plantations d'arbres est intervenue hier à l'université de Kinshasa à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Suivez cela en images et commentaires. C'est un objectif affiché, atteindre 3 500 000 arbres à travers le territoire national à l'horizon 2030 en vue de restaurer le couvert forestier de la RDC. C'est ce qu'on peut retenir du lancement officiel de la première phase de plantation d'arbres sur le site universitaire de Kinshasa par Set of Color Foundation en collaboration avec l'université de Kinshasa dans le cadre de la journée nationale de l'arbre célébrée chaque le 5 décembre. Le conseiller du chef de l'État en matière du projet, Emmanuel Omangela, en a donné le sens. Donc, l'objectif ici fondamental, c'est d'aller dans le sens de la vision du chef de l'État, qui voudrait voir 1 milliard d'arbres plantés. Nous avons tiré notre espace. Il faut également qu'on intègre la question environnementale dans notre quotidien, notre comportement, nos attitudes vis-à-vis de cet espace. L'arbre est fondamental dans le cycle de l'oxygène, tout comme dans le cycle de l'eau. Christiana Omba, élève de la 6e année primaire, a été choisie comme ambassadrice de l'environnement. Je suggère à tous les élèves de l'EPMA 2 et du groupe scolaire du Moamba et de la République démocratique du Congo de planter au moins un arbre par an pour lutter contre la déforestation de l'arbre. Lancé dans le complexe du groupe scolaire Moamba par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, ces projets s'inscrivent dans la philosophie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'environnement son cheval de bataille, faisant ainsi de la RDC un pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de son récent séjour de travail en Pologne, le ministre délégué à l'urbanisme Didier Tengetelito a effectué une visite à l'usine d'incinération municipale des déchets médicaux. D'autres explications avec Luisette Ntsakala Malassa. Réduire les inégalités entre les villes de la RDC pour des villes assainies et attrayantes, le ministre délégué à l'urbanisme et en charge de la politique de la ville veut s'imprégner des modèles des autres. En mission officielle en Pologne, Didier Tengetelito a visité l'usine d'incinération municipale des déchets médicaux dans la ville de Katowice. Sur place, le ministre a vécu les différentes étapes spécifiques jusqu'à la gestion des résidus solides. Auparavant, Didier Tengetelito a rencontré à Varsovie la ministre d'État en charge de l'environnement et du climat, Ursula Zelenska. Les deux personnalités ont échangé sur la politique polonaise des rachats des déchets. Également abordé le rôle fondamental des villes dans la lutte contre les changements climatiques ainsi que le plan d'assainissement de la ville-province Kinshasa. Toujours à Varsovie, le ministre délégué Didier Tengetelito s'est entretenu avec les présidents du conseil d'administration d'ASECO spécialisé dans la production et développement des logiciels. Des partenariats de coopération décentralisée internationale sont envisageables pour des villes assainies et attrayantes. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI était présente à la 16e édition du Forum MEDEIS tenu récemment au Maroc. Occasion pour son directeur général ad intérim, le professeur Bruno Tchibanoukabaji, de préciser que l'ANAPI reste le seul guichet unique pour les investissements en République démocratique du Congo. La 16e édition du Forum international MEDEIS tenu dans la province marocaine de Tanger a offert à la centaine de pays participants d'étaler leurs réflexions sur les souverainetés et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Ces assises internationales auxquelles a pris une part active la République démocratique du Congo à travers la première ministre ont vu le directeur général ad intérim de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, le professeur Bruno Tchibanoukabaji, exposer sur les missions et rôles de sa structure en tant que guichet unique pour les investissements en RDC.
devant les investisseurs potentiels. Quand vous voulez bien investir en République démocratique du Congo, il y a une seule porte d'entrée, et bien une seule sorte de gré, c'est-à-dire la nature. Quand vous entrez par plusieurs portes, alors qui ne sont pas assez acceptées et que vous avez le devoir, ce sera votre problème. Cette 16e édition s'est déroulée dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et des fragmentations de l'ordre international a permis d'explorer le moyen de renforcer les souverainetés nationales et régionales et de construire une résilience partagée face aux crises mondiales. Et puis, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a réuni les partenaires œuvrant dans les secteurs miniers à Isiro, province du Haut-Touélé. D'autres détails avec Nadine Futuka. Dans le cadre du développement stratégique de l'industrie minière en RDC, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a effectué une visite officielle à Manono, dans la province du Tanganyika. Ce déplacement marque une étape clé dans le partenariat entre la RDC et Manono Lithium, un acteur majeur dans l'exploitation des ressources en lithium. Dès son arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par les communautés locales. Il a ensuite inauguré le pont Lukushi, réhabilité par Manono Lithium. Cette infrastructure facilite les échanges économiques et l'accès des populations locales aux services essentiels. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner Manono Lithium dans une exploitation responsable en harmonie avec les besoins de la communauté et les normes environnementales. Cette visite symbolise une avancée importante pour le développement minier et le partenariat entre la République démocratique du Congo et les investisseurs internationaux, avec Manono en voie de devenir un moteur de croissance pour la région et le pays. Une centrale photovoltaïque d'une capacité de 1000 kW sera construite à Buta, province du Bazuélé. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de province David Mike Mokeni. C'est par l'aéroport national Zega que la cargaison de matériel de construction de la centrale photovoltaïque de Buta a été réceptionnée par la société Énergie Mécanique du Congo EMC, l'entreprise qui a la charge d'exécuter les travaux de construction de cette centrale solaire dans le chef-lieu de la province du Bazuélé. Au lendemain de la réception de ces lots importants de matériel en provenance de Kinshasa, le gouverneur Mike Mokeni a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la centrale photovoltaïque à Buta. La cérémonie s'est déroulée en présence des députés nationaux et des sénateurs du Bazuélé présents à Buta, de la notabilité et autres qui y est venus pour la circonstance. Une occasion pour le gouverneur de vanter les nombreux avantages que cette centrale photovoltaïque pourrait apporter à la population de la ville de Buta. Il y a développement, il y a Bazuélé, c'est Betty. Nous avons besoin de merci, chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bolingo mingi pour la province na biso Bazuélé. Yango bozomona o babengaka bilembo ya faci. Tozosilisa makambo ya courant, tozotia pe goudron pour poussière eseleki na ville. Par ailleurs, le coordonnateur du projet de construction du groupement EMC Helicom a rassuré à la population de Buta qu'au bout de 4 mois, les travaux seront achevés et les effets de la centrale photovoltaïque seront visibles dans la ville. Signalons que cette centrale implantée au quartier Ndoli dans la communauté Patondele aura une capacité de 1000 kW et desservira environ 800 ménages. Ces travaux sont financés par le gouvernement central et exécutés par le groupement EMC Helicom. Restons dans les secteurs des infrastructures pour parler de la construction de nouveaux centres d'apprentissage des métiers dans le Congo profond. Ces sujets et tant d'autres ont été évoqués au cours d'une séance de travail qu'a eu le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Lukombo, et les élus nationaux membres de la commission socio-culturelle. Représenté par les députés nationaux, Dr Jean-Simon Fouti-Kiakou, deuxième vice-président, Motanga Lema et André Moussongo, tous deux rapporteurs, le bureau de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale a échangé avec le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, venu personnellement s'entretenir avec le ministre. Dans leur démarche, les élus du peuple entendent accompagner celui qui gère ces vastes secteurs pour l'aider à réussir sa mission depuis son avènement à la tête de ces ministères du portefeuille du gouvernement.
Les députés nationaux, hôtes du jour du ministre, ont été édifiés sur l'état des lieux de ces ministères, sa vision et les réformes envisagées, dont celles déjà en cours, notamment l'élaboration du plan politique national de la formation professionnelle en cours, la procédure de viabilisation des centres de formation professionnelle, les projets de la révisitation du cadre organique du ministère, la problématique des infrastructures, la nécessité de la mise en place d'un plan officiel de certification, la nécessité d'avoir des référentiels pour une harmonisation des programmes. Tout a été expliqué par le ministre Marc Ekila. C'est un secteur très important de par le fait de la détermination du chef de l'État pour la création de la nouvelle classe moyenne. De comprendre qu'il englobe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre de ce qui se passe là et là avec le comportement de certains désœuvrés qui ne sont pas formés. Et les ministres, il y a un plan de travail qui est vaste et qui est beaucoup plus réaliste. Le bureau de la commission socioculturelle a évoqué la problématique de la construction des centres et même dans les fins fonds du pays. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, l'on parle de cette soutenance des thèses à l'université de Kinshasa. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Didier Bonzeke Ncholet a réussi avec la mention la plus grande distinction. Par cette mention que le récipiendaire jusque-là, chef de travaux Didier Bonzeke Ncholet, est entré dans le cercle très fermé des docteurs à thèse de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Identification et ventilation de la formation continue sur l'application pédagogique de punition en classe par les enseignants de la province éducationnelle du Congo central. C'est le thème de cette dissertation doctorale défendue avec brio devant un jury constitué de maîtres à penser tout le professeur ordinaire. Le sujet est très bénéfique, nous l'estimons. Aujourd'hui, l'évolution sociétale, c'est à la vitesse de l'éclair. Et la profession enseignante doit s'adapter à l'évolution législative, juridique, sociale, psychologique, administrative de notre pays. Ce travail intellectuel aura le mérite de jeter le base sur certaines pratiques de l'enseignement, notamment accepter et s'adapter aux mutations sociétales du XXIe siècle dans l'hyperprotection de l'enfant en mettant un accent sur les relations enseignants et enfants. Souveraineté des États sur leurs ressources naturelles et richesses, titre de l'ouvrage du professeur ordinaire Gérard Katembo. Robert Ndaye-Chinsensé nous en dit un peu plus à travers ses reportages. C'est officiel, le vernissage du livre Souveraineté des États sur leurs ressources naturelles et leurs richesses aura lieu ce vendredi 6 décembre 2024 à 9h dans la salle diplomatique du ministère des Affaires étrangères. L'État, c'est quoi ce concept? À quand le siècle des Lumières pour l'homme noir? Ce livre du professeur ordinaire Katambo Malipo Gérard est parrainé par les recteurs de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert. Cet événement scientifique de haut niveau connaîtra la participation de tous les scientifiques et personnalités du pays. Ce livre de haute portée scientifique du professeur Katambo Malipo Gérard questionne la souveraineté des États africains et explore les enjeux de leur émancipation intellectuelle et politique. Rendez-vous le 6 décembre 2024 à 9h au salon diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Cordial, bienvenue à tous. Fin de ce journal de Souzingoïchi Boui et Jacques Gaboua Bamugumina Sedouga, réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama. La partie technique était assurée par Henri Alimassi, Gintseka, Alain Galia, Emile Zola et Papi Vouélé. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 de programme sur nos antennes. Au revoir.